Commençons par ce que c'était vraiment d'être membre d'équipage d'une forteresse volante, et nous progresserons vers des faits de plus en plus perturbants, gardant le pire absolu pour la fin. Donc, pour devenir membre d'équipage d'un B-17, vous deviez logiquement d'abord passer par l'entraînement, ce qui nous amène au premier fait très perturbant. Le programme d'entraînement de 9 mois pour les pilotes fut compressé en environ 9 à 10 semaines au plus fort de la guerre, quand les équipages étaient perdus à un rythme alarmant. Même chose pour les mitrailleurs, navigateurs et bombardiers. Donc, il n'est pas surprenant qu'environ 25 000 aviateurs américains pendant la guerre moururent dans des accidents d'entraînement sans aucune action ennemie. Tous n'étaient pas des équipages de B-17, mais une majorité l'était, car la forteresse volante était le bombardier de travail, particulièrement sur le théâtre européen, avant l'arrivée des B-24 Liberator et B-29 Super Fortress. Une grande raison des accidents était la pratique de formations serrées. Quand les B-17 furent décimés par les chasseurs-intercepteurs allemands au début de la guerre, ils durent voler en formation très serrée, où les ailes des bombardiers étaient imbriquées les unes sous et au-dessus des autres. Cela était fait pour créer des champs de tir superposés pour les mitrailleuses qu'ils transportaient. Cela rendait les attaques de chasseurs plus dangereuses pour la Luftwaffe. Mais voler ainsi pendant de longues heures et rester en formation sous attaque ou sous le feu de la DCA n'était pas chose facile, sans tarder de l'apprendre en premier lieu. Les équipages de bombardiers disaient en fait que la partie la plus difficile de la mission était de décoller et de se former en formation dans l'horrible temps brumeux et nuageux de l'Angleterre. Tous les bombardiers devaient décoller des pistes de base aussi rapprochées que possible, décollant à des intervalles de seulement 30 à 45 secondes. Alors que le premier bombardier était près de la fin de la piste et n'était pas encore en l'air, le suivant avait déjà commencé derrière lui. Puis, dans les cieux, ils devaient se rassembler en formation. Et ils avaient même des B-17 à l'aspect bizarre, des modèles plus anciens appelés avions de rassemblement, peints avec différents marquages pour une meilleure visibilité, afin de les guider en formation. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, il y eut un nombre horrifiant de collisions en vol, et ce n'est pas une bonne chose à faire dans un bombardier surchargé de carburant et de bombes. Maintenant, si vous réussissiez à survivre à l'entraînement, vous deviez ensuite survivre aux conditions de vol dans une forteresse volante, ce qui est plus difficile qu'il n'y paraît. À l'époque de son développement, les cabines pressurisées étaient encore au stade expérimental, et la forteresse volante volait non pressurisée. Ce que cela signifie, c'est qu'il n'y avait pas de système à l'intérieur de l'avion pour maintenir la pression d'air stable pendant qu'il montait. Plus vous montez haut, plus l'air devient rare, et avec cela la pression chute rapidement. Au lieu de respirer normalement comme dans un avion moderne, l'équipage à l'intérieur du B-17 était exposé à la même pression d'air qu'à l'extérieur de l'avion. À 20 ou 30 000 pieds, c'est à peine un tiers de ce que c'est au niveau de la mer, ce qui signifie qu'il n'y avait pas assez d'oxygène pour que le corps fonctionne correctement. Respirer donnait l'impression d'aspirer de l'air à travers une paille, et après quelques minutes sans oxygène, vous commenciez à vous sentir étourdi et confus avant de perdre complètement connaissance. Combinez cela avec le froid glacial et les courants d'air rugissants s'infiltrant par chaque ouverture de mitrailleuse, et vous pouvez imaginer le genre d'environnement dans lequel ils devaient combattre. Les équipages étaient essentiellement comme s'ils conduisaient à 300 km/h sur une autoroute dans une décapotable à toit ouvert. Sauf que cette autoroute était à 30 000 pieds dans les airs, où les températures étaient d'environ moins 50 degrés Celsius. Cela signifie que les deux plus grands dangers pour l'équipage avant même d'atteindre l'ennemi étaient l'hypoxie et les engelures. Donc, les équipages de forteresse volantée devaient porter des masques et des combinaisons chauffantes. Le seul problème avec cela, c'est qu'en plus des deux systèmes étant notoirement peu fiables, vous voliez à travers un espace aérien ennemi très hostile, où les Allemands essayaient tout ce qu'ils pouvaient pour vous empêcher de bombarder leur patrie. Donc si quelque chose de chaud et d'étincelant se déplaçant à grande vitesse, comme l'un des millions d'obus de DCA tirés, ou les tirs de canon et de mitrailleuses de chasseurs-intercepteurs déterminés de la Luftwaffe, traversait la peau d'aluminium souple de votre bombardier et touchait le système, vous étiez essentiellement cuit. En plus du système d'oxygène principal fonctionnant délibérément à basse pression pour que, s'il était touché, il n'explose pas violemment, les équipages avaient aussi des bouteilles d'oxygène portatives pour les urgences ou pour se déplacer dans le bombardier si nécessaire. Elles leur donnaient quelques minutes d'air pour les urgences, sinon ils devaient soit descendre à une altitude plus basse où il y avait plus d'oxygène, soit sauter en parachute. Les vétérans disaient que si quelque chose n'allait pas avec le système, l'homme s'endormait simplement et si personne ne l'atteignait dans les 5 minutes, il était parti. Ensuite, nous avons la température. Voler à plusieurs kilomètres d'altitude pendant longtemps transformait la cabine non pressurisée en un tunnel de vent glacial. Les équipages devaient porter des combinaisons dites Blue Bunny, qui étaient chauffées électriquement pour les maintenir en vie. Mais comme pour le système d'oxygène, beaucoup de choses pouvaient mal tourner avec elles,
et soit vous rendre trop chaud, soit pire, s'éteindre et vous faire souffrir d'engelures ou même mourir d'hypothermie. Les engelures étaient courantes et toucher les mitrailleuses sans gants, vous pouviez perdre de la peau ou des doigts assez facilement. Il faisait si froid que le sang gelait en sortant du corps quand quelqu'un était touché. Et je n'invente pas cela, c'était dit par les vétérans. Nous ne pouvons tout simplement pas imaginer à quel point c'était inconfortable et dangereux de simplement voler dans un B-17 dans ses combinaisons encombrantes et un parachute sur le dos, tout en tenant votre position exiguë, écarquillant les yeux pour voir si les chasseurs ennemis apparaîtraient. Cela nous amène, en plus de leurs propres bombardiers, aux deux plus grands dangers suivants pour les équipages de B-17 une fois qu'ils entraient dans l'espace aérien hostile. Le principal système antiaérien allemand était leur canon à haute vélocité, célèbrement connu sous le nom de Flak. Environ 1 million d'équipages allemands servaient des dizaines de milliers de ces canons, qui étaient organisés en ceinture de défense autour des villes et complexes industriels les plus importants que les B-17 ciblaient bien sûr. Il n'y avait pas grand-chose que vous puissiez faire, à part prier que l'obus n'explose pas trop près de votre bombardier. Cet obus de Flak de 88 mm était guidé par les radars allemands et par des systèmes de conduite de tir ingénieux pour l'époque, permettant de guider des dizaines de canons à la fois. Et il pouvait tirer beaucoup d'obus en peu de temps. Chaque obus pesait environ 10 kg et contenait 1 kg d'explosifs. Quand il explosait, il créait un rayon mortel d'éclat qui traversait facilement la peau en duralumin de votre bombardier et, tout ce qui se trouvait derrière comme la chair. C'étaient les bouffées de fumée noire que vous avez vues dans les images de la Seconde Guerre mondiale. Et ces nuages étaient parfois si épais que les équipages disaient qu'il semblait qu'on pouvait sortir et marcher dessus. Être touché par la Flak était décrit horriblement pour ce que cela pouvait faire à un corps humain. Les aviateurs qui survécurent souffrirent de traumatismes psychologiques d'avoir vu leurs camarades décapités ou coupés en deux par la Flak. Les équipages portaient des gilets par éclats, mais ils n'aidaient pas contre les éclats touchant le cou et le visage. Tandis qu'un coup direct par un obus de Flak, surtout si le bombardier n'avait pas encore largué ses bombes, était au-delà de toute description. Bien que nous devions mentionner que la forteresse volante continua de choquer tout le monde tout au long de la guerre et revint de mission avec des sections entières de l'avion manquantes. Certains survécurent même à des coups directs avec l'obus de Flak explosant à l'intérieur, puis rentrant sans le cockpit ou volant à peine sur un ou deux des 4 moteurs, bien que cela semblât impossible. La même chose vaut pour le feu des chasseurs allemands. Alors que les missions de bombardement s'intensifiaient, les Allemands déployèrent leurs pilotes d'élite de la Luftwaffe du front de l'Est, spécifiquement pour intercepter et abattre les bombardiers. Les chasseurs comme le Messerschmitt Bf 109, le Focke-Wulf 190 ou le plus redouté Me-262 à réaction, plus tard dans la guerre, portaient des autocanons de 20 et 30 mm et des mitrailleuses lourdes. Même des roquettes aériennes expérimentales précoces pour tirer dans les formations de bombardiers, et une rafale bien placée pouvait faire un carnage à l'intérieur d'un bombardier. Les premiers modèles du B-17 que les Britanniques essayèrent d'abord n'avaient pas de mitrailleurs de queue et n'avaient que quelques mitrailleuses, la plupart de calibre 30. Cela ne se passa pas très bien avec les attaques de chasseurs. Donc finalement, le modèle G de la forteresse volante eut 13 mitrailleuses de calibre 50 dans plusieurs tourelles et configurations doubles. Les Allemands déployèrent alors une tactique très audacieuse, surtout quand un B-17 n'avait pas de tourelle tirant vers l'avant, pour l'attaquer de front et tirer une longue rafale dans le cockpit, déchiquetant les pilotes et les commandes. Cela s'avéra extrêmement mortel pour les forteresses volantes, et elles installèrent rapidement des mitrailleuses tirant vers l'avant à cause de cela. Le principal problème au début était que la formation n'était tout simplement pas suffisante pour les protéger des chasseurs intercepteurs, et horriblement beaucoup d'entre elles furent abattues. À cause du poids, elles transportaient des munitions pour leurs mitrailleuses de calibre 50 pour seulement environ 1 minute de temps de tir total. Donc, quand elles étaient attaquées par des essaims de chasseurs allemands, elles étaient assez vite à court de munitions et complètement sans protection. Sur 5548 bombardiers lourds américains perdus au combat, environ 2400 furent attribués à la Flak et 2400 autres aux chasseurs, tandis que le reste, approximativement 700 bombardiers, s'écrasa pour diverses autres raisons, comme des accidents et des pannes mécaniques. Il y eut plusieurs missions où les B-17 subirent des pertes tout simplement catastrophiques, et la plus grande raison de cela étaient les chasseurs ennemis. On croyait d'abord que beaucoup de mitrailleuses et des formations serrées suffiraient, mais lors de missions horribles comme les attaques des bases de sous-marins, où presque 20% des B-17 furent abattus, cela fut prouvé catastrophiquement faux. Puis les chasseurs alliés comme les P-47 Thunderbolt, les P-38 Lightning et les Spitfire accompagnèrent les bombardiers. Et quand les chasseurs intercepteurs allemands arrivaient,
Ils s'engageaient dans des combats aériens pour protéger les bombardiers. Mais le problème avec cela était que les chasseurs avaient une portée beaucoup plus courte que les bombardiers, car ils n'avaient jamais été conçus pour aller loin en territoire ennemi, mais pour opérer près de leur base. Donc ils escortaient les bombardiers aussi longtemps que le carburant le permettait. Et quand ils atteignaient la limite d'avoir juste assez de carburant pour retourner à la base, ils devaient faire demi-tour et laisser les bombardiers continuer seuls. Et parce que les Alliés voulaient attaquer des usines très importantes produisant des pièces pour les avions de chasse allemands, les bombardiers devaient faire le reste et la partie la plus vulnérable du voyage, seuls. À cause de cela se produisirent les 2 jours les plus sombres pour les équipages de B-17, 2 jeudis noirs. Le premier fut le raid sur Ratisbonne et Schweinfurt, le 17 août 1943, quand dans un mouvement audacieux, une attaque à 2 volets sur des usines d'avions au cœur de l'Allemagne fut lancée. L'idée était de confondre les chasseurs allemands en attaquant en 2 flux pour qu'ils ne puissent se concentrer que sur un seul. Et puis après le bombardement, un groupe irait vers des bases en Afrique du Nord, l'autre retournerait en Angleterre. Cependant, le mauvais temps fit que les 2 flux de bombardiers partirent à des heures d'intervalle au lieu de simultanément. Donc les Allemands purent attaquer d'abord l'un, puis l'autre. Après que leur escorte dut retourner, les bombardiers continuèrent seuls et furent bientôt assaillis par des vagues de chasseurs allemands qui les attaquaient constamment, ne retournant que pour se réarmer et se ravitailler, puis revenant à l'action. Le résultat de la mission fit des dommages aux usines qui furent réparées en quelques semaines. Et sur 376 B-17, 60 furent abattus, 90 endommagés au-delà de toute réparation et environ 600 aviateurs tués ou portés disparus, avec beaucoup d'autres capturés. Puis, parce que cela ne se passa pas comme les commandants alliés l'espéraient, ils réessayèrent. Cette fois, déterminés à ne pas faire les mêmes erreurs. Donc, vint ensuite le second jeudi noir lors d'un second raid sur les mêmes cibles le 14 octobre 1943. Les bombardiers furent repérés par radar et plus de 300 chasseurs de la Luftwaffe décollèrent pour les intercepter. Cette fois, sur 291 B-17 lancés, 77 furent abattus et 120 autres endommagés. Encore une fois, environ 600 aviateurs furent tués, portés disparus et capturés. Et finalement, de tels raids en profondeur furent temporairement suspendus. L'escorte à longue portée avec les réservoirs largables résolut ensuite ce problème, surtout quand le P-51 Mustang arriva et put suivre les bombardiers jusqu'à Berlin et retour. Mais le risque était toujours élevé. Il était plus faible contre les chasseurs maintenant, mais la flaque était toujours là, jusqu'à la toute fin de la guerre. Comme vous le voyez, les pertes étaient si élevées à plusieurs moments pendant la campagne de bombardement que les Alliés furent très proches de l'annuler complètement. Mais tristement, aux dépens de milliers d'équipages de bombardiers et de centaines de milliers de civils, ils continuèrent quand même. On dit que la campagne de bombardement raccourcit la guerre d'1 an, mais peut-être qu'elle apporta une destruction horrible et des morts civiles bien plus que nécessaires. En 1943, les pertes moyennes par mission étaient d'environ 8%, ce nombre montant jusqu'à 30% les pires jours. Maintenant, mathématiquement, à une telle attrition, seulement environ 1/3 des équipages pouvaient espérer terminer leur tour de 25 missions, qui fut plus tard relevé d'abord à 30, puis 35. Environ 38% des équipages complétèrent leur tour, tandis que tous les autres furent tués, capturés ou blessés. Quelques 26 000 membres d'équipage de la 8e force aérienne furent tués et plus de 28 000 faits prisonniers. Ce qui nous amène au prochain fait très perturbant. Les prisonniers de guerre, du moins ceux qui survécurent pour en devenir un. Quand il était évident que le bombardier ne rentrerait pas, le pilote déclenchait l'alarme pour signaler l'évacuation. Il essayait de maintenir le bombardier stable sur pilote automatique s'il le pouvait, pendant que l'équipage pouvait se pousser hors des trappes étroites avec leurs combinaisons de vol et leurs parachutes encombrants. Dans de nombreux cas, le bombardier était en vrille incontrôlée pendant que l'équipage luttait contre les forces G et essayait de sortir d'un bombardier probablement déjà en feu. En moyenne, seulement environ 50% d'entre eux réussissaient à sauter. Puis, s'ils avaient la chance de ne pas être touchés par le bombardier en sautant, et ensuite que le parachute ne soit pas déchiré par la flaque ou en feu et se déploie correctement, ils faisaient face à un nouvel ensemble de défis. D'abord, survivre au voyage jusqu'au sol, flottant sous leur parachute sans défense. Les chasseurs allemands aimaient parfois mitrailler les équipages en parachute. Et à cause de cela, les parachutes furent en fait modifiés et rendus plus petits pour qu'ils tombent plus vite, donnant aux chasseurs allemands moins de temps pour les tirer. Bien que cela signifiait aussi toucher le sol assez durement, à peu près comme sauter d'une fenêtre du 2e étage. Et quand ils touchaient le sol, ils étaient accueillis par les personnes mêmes dont les familles ces bombes tuaient et dont les maisons y détruisaient. Certains furent faits prisonniers sans trop de problèmes et vécurent comme prisonniers de guerre jusqu'à la fin de la guerre. Mais d'autres eurent un destin bien plus sombre.
Il est compréhensible que les gens au sol dont les membres de la famille pouvaient être tués par l'une des milliers de bombes que vous et vos amis aviez larguées n'étaient pas vraiment contents de vous voir. La propagande nazie dépeignait les Alliés comme des terroristes volants, ce qui, si vous regardez les choses de façon réaliste, ils l'étaient. Il y a des données indiquant qu'environ 1000 aviateurs alliés furent lynchés par des foules en colère avant que les forces régulières allemandes puissent les capturer. Il y a un exemple de cela, le massacre de Rüsselsheim, où une foule tua 6 des 8 aviateurs avec des pierres, et de nombreux autres cas où la vérité ne fit surface que des années après la guerre. Il y eut en fait des procès de soldats et de civils qui exécutèrent des membres d'équipage de forteresses volantes tenues après la guerre, mais seul un petit nombre d'entre eux furent condamnés, parce qu'il était difficile de le prouver. Si vous atteignez le camp de prisonniers, un temps long, ennuyeux et inconfortable vous attendait. Encore pire si vous étiez gravement blessé pendant le saut. La nourriture était rare et les conditions pas toujours les meilleures, et environ 1300 membres d'équipage capturés moururent en captivité pour diverses raisons. De nombreux survivants virent la fin de la guerre pesant 36 kg, dans un état de santé horrible. Le B-17 largua environ 640 000 des 1 600 000 bombes larguées par les forces aériennes alliées pendant la guerre. Ce que ces bombes firent au sol ne fut rien de moins qu'une horreur. La stratégie de bombardement, qui au début priorisait les cibles industrielles et militaires, se tourna rapidement vers le bombardement de tout ce qui était allemand. Les tactiques se tournèrent vers des raids massifs et le bombardement dit de zone. Des centaines de B-17, lors de certaines missions jusqu'à 1000 bombardiers, survolaient les villes allemandes et les rasaient simplement. Ils larguaient des charges combinées de bombes explosives et incendiaires pour créer une tempête de feu qui engloutissait des villes entières dans les flammes. Les morts civils allemands sont estimés entre 500 000 et 800 000, avec plus de 120 villes virtuellement réduites en décombres. Vous avez probablement entendu parler d'exemples de cela, comme Dresde qui était complètement sans aucune importance stratégique, pourtant fut bombardée continuellement pendant plus de 3 jours, avec 4000 tonnes de bombes larguées qui effacèrent presque la ville de la carte. Environ 25 000 personnes furent tuées rien qu'ici dans ce raid, comme si de rien n'était. Il y eut aussi le raid de Hambourg, où 40 000 civils moururent dans un raid continu de 10 jours. Et maintenant, après avoir entendu toutes ces choses perturbantes, parlons des choses incroyables. Les choses qui se produisirent réellement au choc de tous. Le 1er février 1943, une formation de B-17 décolla de Biskra, en Algérie, en direction des ports maritimes occupés par les Allemands en Tunisie. Et parmi eux se trouvait un bombardier que l'équipage appelait All American. Ils larguèrent leurs bombes et firent demi-tour pour le voyage de retour de 480 km quand 2 chasseurs Messerschmitt vinrent broie sur eux dans une passe frontale. Les mitrailleurs ripostèrent et le premier chasseur s'écrasa en flammes. Cependant, alors que le second commençait à s'éloigner, son pilote fut touché et perdit le contrôle. Le chasseur allemand manqua le mitrailleur de flanc de quelques centimètres et son aile trancha la queue de l'All American, la séparant presque complètement du fuselage. Le mitrailleur de queue et sa position n'étaient connectés au reste du bombardier que par quelques bandes d'aluminium sur le côté droit et des morceaux du plancher. Depuis un autre B-17, le lieutenant Charles Scott Force prit une photographie qui devint l'une des images les plus frappantes de la guerre aérienne. Une forteresse volante avec sa queue ne tenant qu'à un fil, et pourtant toujours en l'air. Avec presque tous les câbles de commande vers la queue disparus et la moitié des pièces nécessaires au vol manquantes, selon toute règle d'aviation, elle n'aurait pas dû être en l'air du tout. Pourtant, le pilote automatique se trouvait être engagé au moment de l'impact. Et parce qu'il utilisait un câblage électrique et des servomoteurs au lieu des câbles mécaniques maintenant sectionnés, les pilotes pouvaient encore travailler avec ce qui restait et maintenir le bombardier quelque peu stable pendant que la queue se tordait et oscillait. La formation ralentit pour protéger leur forteresse blessée, et l'All American, contre toute attente, réussit à rentrer et atterrit en sécurité sans blessure grave pour l'équipage. Il fut même réparé et continua à voler en mission jusqu'à la fin de la guerre. Maintenant, si cela semble étrange, regardez ceci. Le 3 janvier 1943, au-dessus de Saint-Nazaire, en France, le mitrailleur de pourrelle ventrale Alan Meggy volait dans le B-17 nommé Snap Crackle Pop lors d'un grand raid sur les bases de sous-marins. Il avait 20 ans, avec 6 missions derrière lui. Mais la numéro 7 serait la mission dont il se souviendrait pour le reste de sa vie. Alors qu'ils approchaient de la cible, le ciel se remplit de flaques. Une explosion mit hors service un moteur, puis un coup direct fracassa l'aile droite. Avec l'avion mortellement blessé et en vrille incontrôlée, Alan essaya de sortir de la tourelle. Puisque la tourelle faisait à peine 1,20 m de large à l'intérieur, son parachute ne pouvait pas tenir avec lui, donc il était gardé dans le fuselage. Si quelque chose n'allait pas, il devait faire pivoter la tourelle pour l'aligner avec l'ouverture, ouvrir la trappe,
grimper à l'intérieur, attraper le parachute, s'attacher et sauter. Tout cela pendant que le bombardier pouvait être en feu ou se désintégrer, ce qui était exactement ce qui se passait maintenant. Il réussit à atteindre le fuselage pour découvrir que son parachute avait été déchiqueté par la flaque. Alors que le B-17 se disloquait à environ 20 000 pieds, un autre obus de flaque le toucha et l'explosion projeta Allen dehors sans parachute. Tombant en chute libre d'environ 6,5 km de haut, il perdit connaissance par manque d'oxygène et le froid extrême. Après un court moment, son corps inconscient traversa le toit vitré de la gare de Saint-Nazaire. Cependant, les vitres inclinées ralentirent suffisamment sa chute avant qu'il ne touche le sol pour qu'il ne meure pas à l'impact. Des soldats allemands le trouvèrent vivant avec un bras droit et une jambe cassée, des blessures au nez et à un œil, et 28 éclats d'obus, s'accrochant à peine à la vie. Ils furent si stupéfaits de le voir respirer qu'ils lui prodiguèrent des soins médicaux immédiats. Après traitement, il survécut effectivement puis passa 18 mois comme prisonnier de guerre jusqu'à ce que les forces alliées libèrent son camp en 1945. Il vécut ensuite jusqu'à l'âge de 84 ans. Même pour lui-même, il n'était pas clair comment il avait survécu. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'Allen n'était pas le seul. Le sergent-chef Eugene Moran tenait les mitrailleuses de queue d'un B-17 nommé Rikitik Taravi lors d'un raid au-dessus de l'Allemagne. Les chasseurs de la Luftwaffe frappèrent durement son bombardier. Il fut touché aux 2 bras. Une explosion lui brisa les côtes. Et pour aggraver encore les choses, son parachute avait été criblé de balles. Un coup catastrophique sectionna alors toute la queue du fuselage, et en un instant, Moran se retrouva à l'intérieur d'une section de queue détachée, tournoyant depuis environ 20 000 pieds. Dégringolant à environ 30 mètres par seconde, il cessa de se débattre, accepta ce qui semblait être une mort certaine et essaya de se détendre. La queue en chute heurta un grand pin, ce qui ralentit suffisamment l'impact pour le maintenir en vie quand elle atteignit le sol. Les soldats allemands qui arrivèrent sur le site du crash furent stupéfaits de le trouver respirant. Ses blessures étaient graves, incluant un crâne fracturé. Cependant, il fut soigné et un médecin prisonnier de guerre serbe s'occupa de lui avec les maigres fournitures qu'il avait et réussit d'une manière ou d'une autre à le maintenir en vie. Moran endura 18 mois dans des camps de prisonniers allemands et survécut pour voir la libération. En janvier 1944, le mitrailleur de queue James dans un B-17 appelé Skippy vécut quelque chose de similaire près d'Athènes, quand son bombardier entra en collision avec une autre forteresse dans les nuages. Comme Moran, il tomba vers le sol, à l'intérieur d'une queue détachée. Et pendant qu'il tombait, il ne réalisa même pas qu'il était séparé du reste du bombardier. Après quelques minutes de chute libre qui semblèrent une éternité, sa section de queue heurta des arbres qui freinèrent sa chute et le sauvèrent. Il sortit de la queue et réalisa seulement alors qu'il était seul. James fut plus tard secouru par des moines orthodoxes grecs. Si vous pensez que survivre à une chute de 20 000 pieds sans parachute ou voler sans queue étaient les limites de la chance des bombardiers, considérez ce qui arriva au Lovely Julie, au-dessus de Cologne, le 15 octobre 1944, quand un coup direct de flaque arracha tout l'avant du bombardier. Le premier lieutenant Lawrence Delancey venait de regarder son bombardier larguer leurs bombes quand un obus explosa dans le compartiment du nez. L'explosion tua instantanément le sergent-chef George Abbott, mais son corps absorba la plupart des éclats d'obus qui auraient touché le reste de l'équipage. Le nez entier disparut. Le plexiglas et le revêtement en aluminium avaient disparu, et tout l'avant était grand ouvert. Le tableau de bord était en lambeaux. Il n'y avait pas d'indicateur de vitesse, pas d'altimètre, pas de compas, et le système d'oxygène avait disparu. Regardant la seule option qui offrait une chance, Delancey descendit à une altitude plus basse pour qu'il puisse respirer. Bien que cela les laissa à portée de tous les canons allemands entre Cologne et la Manche. Le navigateur Raymond Léo avait perdu ses cartes et son équipement dans l'explosion. Alors il dut les guider vers la maison à travers le territoire ennemi sans eux, tandis que le vent glacial leur soufflait au visage et que le bombardier pouvait lâcher à tout moment. Malgré tout, ils traversèrent la Manche dans cet état semi-navigable et atteignirent l'Angleterre. Sans volet ni frein fonctionnel, Delancey réussit d'une manière ou d'une autre à poser la forteresse blessée sur la piste sans tous les tuer, et il reçut l'étoile d'argent pour cela.